Le ciel au-dessus de l'Iran. Un théâtre d'acier. C'est dans cet espace infini, à plus de 2000 km/h, que le destin va basculer. 1. L'instant zéro, la chute du Faucon. Un missile iranien, fruit d'une défense anti-aérienne dont l'efficacité surprend l'état-major américain, frappe l'appareil de plein fouet. À cet instant, le pilote n'a plus de choix. Il tire la poignée d'éjection. En un dixième de seconde, il est propulsé hors du cockpit. La force physique est inimaginable. Son corps subit une pression de 16 G, 16 fois son propre poids. C'est un choc qui brise souvent des vertèbres, qui coupe le souffle, qui brouille la vue. 2 secondes plus tard, le siège s'auto-éjecte. Le parachute s'ouvre. Ce n'est pas une descente de plaisance. Le parachute est petit, conçu pour une descente rapide, afin d'éviter d'être une cible facile. Il tombe vers les monts Zagros, une région sauvage au sud-ouest d'Ispahan. L'impact au sol est brutal. Dans le silence de la montagne, le colonel gît, grièvement blessé. Il est seul, au cœur du territoire ennemi. 2. Le code de survie, l'instinct et la pierre. Le pilote sait que les minutes se sont comptées. Le crash a été vu. Les troupes iraniennes, galvanisées par ce trophée de guerre tombé du ciel, convergent vers le point de chute. Mais le pilote américain est un professionnel. Dans sa formation, il a appris que la survie est une science, autant qu'une volonté. Il récupère son paquetage de survie. À l'intérieur, c'est un condensé de survie humaine. Un couteau, du fil de pêche, une pelle, des allumettes, un garrot pour stopper ses hémorragies. Et surtout de l'eau, le bien le plus précieux dans ces zones arides. Malgré ses blessures graves, peut-être des fractures, il applique la première règle. S'éloigner immédiatement de la zone du crash. Il commence alors une ascension surhumaine. Blessé, il gravite une crête montagneuse pour atteindre 2000 mètres d'altitude. Pourquoi monter? Pour échapper aux patrouilles de vallée et pour dégager l'horizon radio. Il finit par s'effondrer dans une crevasse, une fissure étroite dans la roche qui devient son linceul de survie. Là, tapi dans l'ombre, il sort sa radio. Il sait que chaque signal peut être capté par l'ennemi. Il émet une localisation précise. Un bref cri électronique. Puis se tait. Il attend. 3. Le leveur de rideau. L'armada du salut. À Washington, la nouvelle remonte jusqu'à un Donald Trump galvanisé. Pour les États-Unis, perdre ce pilote serait une humiliation planétaire, comparable à la crise des otages de 1979. L'ordre tombe. L'extraire, coûte que coûte. C'est alors que se met en place une opération que le président qualifiera de la plus audacieuse de l'histoire. Ce n'est pas une escouade que l'on envoie, c'est une armada. Près de 100 appareils décollent. Des avions de chasse saturent le ciel pour pilonner les positions iraniennes qui s'approchent dangereusement du pilote. Au centre de ce dispositif, les géants, des C-130 capables de transporter des centaines de soldats. À bord, l'élite absolue, les Navy SEALs, les hommes de l'ombre, ceux qui ont éliminé Ben Laden,
sont chargés de cette mission de sauvetage. Ils utilisent un aéroport abandonné au sud de l'Iran comme base avancée. Une décision risquée, en plein cœur du dispositif ennemi. 4. Le sacrifice du métal. Sur cet aéroport de fortune, la tension est à son comble. Les images capturées plus tard montreront des carcasses fumantes d'appareils américains. Ce ne sont pas les Iraniens qui les ont détruits. Ce sont les Américains eux-mêmes. Dans l'urgence du sauvetage, alors que le pilote est enfin récupéré et hissé à bord, le commandement prend une décision radicale. Impossible de faire redécoller tous les engins de transport dans les délais impartis, avant l'arrivée des renforts iraniens, pour ne laisser aucune technologie, aucune victoire symbolique à l'ennemi. Les soldats s'y font sauter leurs propres machines, le métal fond, les pneus brûlent. C'est le prix du sang. On sacrifie des millions de dollars de technologie pour sauver une seule vie humaine. 5. Épilogue, le retour du guerrier. 30 heures après son éjection, le pilote quitte enfin le sol iranien. Il est exfiltré vers le Koweït pour y recevoir des soins d'urgence. Derrière lui, il laisse une zone de guerre incandescente. Pendant qu'il lutte pour sa vie sur une table d'opération, le monde tremble. Donald Trump lance son ultimatum pour le détroit d'Ormuz. Le budget de la défense s'envole à 1500 milliards de dollars. La guerre continue, plus féroce que jamais. Mais pour cet homme, tapi dans sa crevasse à 2000 mètres d'altitude, l'histoire s'arrête là. Il a survécu à la force centrifuge, à l'impact, à la traque et à la montagne. Il est l'homme que sa nation ne pouvait pas abandonner. Un pilote, un blessé, un survivant dont le nom restera gravé dans les annales des missions de sauvetage les plus folles de l'histoire moderne. Le ciel d'Ispahan s'est tu. Les rotors des C-130 se sont éloignés, laissant derrière eux le silence glacé des cimes et les carcasses fumantes d'une armada sacrifiée. Le colonel est libre. Mais dans les couloirs du Pentagone, une autre bataille commence, celle du silence. Silence de 2 secondes. Pourquoi ce héros n'a-t-il toujours pas de nom? Pourquoi son visage reste-t-il une ombre sur nos écrans? La réponse tient en 2 mots. Sécurité totale. Révéler son identité aujourd'hui, c'est transformer sa famille en cible. C'est offrir aux renseignements ennemis une proie médiatique alors que les braises du conflit brûlent encore. Le colonel n'est plus un homme, il est devenu un secret d'État. Pendant que le monde célèbre son retour, lui mène son combat le plus intime. Dans une chambre stérile sous haute garde, quelque part au Koweït, il fait face aux séquelles de son évasion. Les 16 jets de l'éjection qui ont froissé son corps, le froid des 2000 mètres d'altitude qui a mordu sa chair, et ses fractures, aggravées par une ascension désespérée pour échapper aux patrouilles. Sa vie est-elle encore en danger? Les prochaines heures seront décisives. Entre les mains des meilleurs chirurgiens de l'Air Force, il lutte pour que son nom ne soit pas gravé sur un monument, mais simplement murmuré par ses proches lors de son vrai retour. Pour l'instant, il n'est que le colonel, le miraculé des monts Zagros, un héros anonyme dont le pays attend, le souffle court, de connaître enfin le visage.